Les toits s'envolent comme des feuillages de papier. De grands arbres sont arrachés du sol. Les lignes électriques claquent et les quartiers tombent dans l'obscurité. Les rues sont inondées comme des fleuves. Les maisons sont complètement détruites. Un ouragan vient de passer. Mais ce n'est que lorsque le vent tombe que le chaos s'installe. Les gens sont bloqués. Il n'y a pas d'eau potable. Les routes sont détruites. Les tempêtes s'intensifient depuis environ 5700 ans. Mais le plus effrayant, c'est qu'il y a eu une énorme hausse ces 20 dernières années. Mais commençons par le tout début. Voici le Belize, un petit pays de la côte nord-est de l'Amérique centrale. Et voici le Grand Trou Bleu, un énorme gouffre sous-marin d'une profondeur d'environ 125 mètres, situé à environ 80 km au large de la côte bélizienne. Il s'est formé il y a environ 10 000 ans lorsque le niveau de la mer a augmenté à la fin de la dernière période glaciaire. Une équipe de scientifiques s'est rendue en Amérique centrale pour étudier la boue provenant des profondeurs du Grand Trou Bleu. Ils ont extrait un long échantillon de sédiments, essentiellement constitué de couches accumulées au fil du temps. Vous vous demandez sans doute, et alors? Quel rapport entre ces sédiments et les tempêtes tropicales? Eh bien, les cyclones tropicaux sont de grandes tempêtes tournoyantes qui se forment au-dessus des eaux chaudes de l'océan. Ils absorbent la chaleur de la mer et la lancent, en quelque sorte, dans le ciel. Et ils peuvent être dévastateurs, des vents extrêmement puissants, de fortes précipitations et des raz-de-marée. Et les carottes sédimentaires, comme celles que les chercheurs ont prélevées, conservent la mémoire des tempêtes tropicales. Leur échantillon mesurait 30 mètres de long, le plus long jamais extrait dans cette région. Voici comment cela fonctionne. Chaque année, 2 fines couches de sédiments se déposent dans le trou, lorsque la météo est calme. Mais lorsqu'une grosse tempête survient, elle laisse après son passage une couche très différente. Et ainsi, en examinant ces couches, les scientifiques peuvent déterminer combien de tempêtes ont frappé cet endroit au cours des 5700 dernières années. C'est comme compter les cernes d'un arbre, vous voyez? Et ce qu'ils ont découvert était plutôt inattendu. Il s'est avéré que les cyclones tropicaux devenaient de plus en plus fréquents. Le chercheur en chef a déclaré que depuis 6000 ans, il y avait eu en général entre 4 et 16 tempêtes tropicales ou ouragans tous les 100 ans. Mais sur les 20 dernières années, ils ont trouvé des traces de 9 tempêtes dans cette même petite région. C'est bien plus que d'habitude. Et cela montre à quel point les choses changent. Les scientifiques pensent qu'il y a 2 raisons principales à cette augmentation de la fréquence des tempêtes tropicales. L'une des raisons serait liée à ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale, ou ZCIT. Il s'agit d'une zone proche de l'équateur où les vents du nord et du sud se rencontrent. Cet endroit a une basse pression atmosphérique, beaucoup d'humidité et essuie de nombreux orages. Juste au-dessus se trouve la partie de l'océan Atlantique, où naissent la plupart des ouragans. On la qualifie même officiellement de principale région de développement des ouragans. Normalement, la ZCIT se déplace vers le nord en été et vers le sud en hiver, en raison des changements de température des océans. Mais au cours des quelques précédents milliers d'années, elle s'est lentement et progressivement déplacée vers le sud. C'est pourquoi la zone où les tempêtes naissent habituellement s'est également déplacée vers le sud. Cela signifie que les ouragans se forment désormais puis se dirigent vers des régions plus basses de l'Atlantique. La deuxième raison de la récente augmentation des tempêtes est la hausse des températures océaniques. La Terre s'est réchauffée et l'océan de même. Et les océans chauds contribuent à la formation de tempêtes plus puissantes. Une telle augmentation signifie probablement que cette région du monde sera sujette à un nombre beaucoup plus important de grosses tempêtes à l'avenir. Si les choses voulaient continuer comme ça, les scientifiques pensent que les Caraïbes pourraient être frappés par environ 45 tempêtes tropicales et ouragans d'ici la fin de ce siècle. C'est bien plus que ce que le monde a connu au cours des 500 ou 700 dernières années. Et les bouleversements sont tout simplement trop nombreux pour que la situation reste sous contrôle. Ces changements créent les conditions idéales pour la formation de tempêtes de plus en plus intenses, et ce très rapidement. Vous pensez que l'intensité des tempêtes augmente uniquement au-dessus de l'océan? Laissez-moi vous parler de l'Amérique. Une série de phénomènes météorologiques extrêmement dangereux, accompagnés de tornades, de tempêtes de sable et de feux de forêt, s'est abattue sur plusieurs États du Midwest et du sud des États-Unis en mars 2025. Au moins 42 personnes ont perdu la vie, et l'ampleur de la dévastation fut immense. Ce qui est effrayant, c'est que cette catastrophe ne s'est pas produite dans la zone habituelle, l'allée des tornades. L'allée des tornades est le surnom donné à une région des États-Unis où les tornades sont très fréquentes.
Elle traverse le nord du Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Missouri, une partie de la Louisiane, l'Iowa, le Nebraska et même l'est du Colorado. Mais cette fois, ce sont le Mississippi, l'Arkansas et l'Alabama qui ont été touchés. Les experts avaient prévenu que cela pourrait arriver. Au début de l'année 2025, ils ont en effet déclaré que les tornades s'abattraient très probablement plus à l'est que d'habitude. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un de leurs principaux experts en météorologie a affirmé que les habitants des vallées du Mississippi et du Tennessee devaient se préparer à un printemps difficile. Plus de gens vivent dans ces régions que dans les zones où les tornades se produisent traditionnellement, et un grand nombre de ces gens habitent dans des maisons mobiles ou des bâtiments sans sous-sol, ce qui les expose encore davantage lorsque de grosses tempêtes surviennent. Une tornade est un tourbillon de vent extrêmement violent qui prend naissance à la base d'un nuage d'orage et touche le sol. Elles peuvent être vraiment dangereuses. Pour déterminer la force d'une tornade, les scientifiques utilisent l'échelle de Fujita. Elle va de EF0, qui représente la tornade la plus faible, à EF5. Une tornade de cette force est incroyablement puissante, suffisamment pour détruire une maison. La question principale est la suivante. Pourquoi les tornades se produisent-elles désormais davantage à l'est? Aux États-Unis, la saison des tornades débute généralement en mars. C'est à ce moment-là que l'air froid du Canada rencontre l'air chaud et humide provenant du golfe du Mexique, et boum, les tempêtes commencent à se former. Mais cette année, les choses sont un peu différentes. Voici ce qu'il en est. Une vaste zone de haute pression, essentiellement une masse d'air calme et chaud, plane au-dessus du sud-ouest. Du coup, les conditions sont assez stables à l'ouest, où l'on attend moins d'orages et donc moins de tornades. Mais les tornades se déplacent vers l'est. En même temps, il faut savoir que le golfe du Mexique est exceptionnellement chaud cette année, ce qui facilite la formation de tempêtes dans le sud-est des États-Unis. L'eau chaude injecte beaucoup d'énergie dans l'atmosphère, ce qui peut entraîner des tempêtes plus fortes et plus fréquentes dans des endroits comme le Mississippi, l'Alabama et le Tennessee. Plus au nord, autour des Grands Lacs et dans le nord-est, il fait plus frais ce printemps. Le résultat est qu'il y a moins de grosses tempêtes là-bas, du moins pour le moment. Revenons maintenant à ces dévastatrices tempêtes de mars. Les 14 et 15 mars, un immense système orageux a déferlé sur certaines régions du centre et du sud des États-Unis. Ce système a engendré 52 tornades confirmées, d'immenses tempêtes de sable et des feux de forêt à l'avancée très rapide. Au total, près de 1100 vols ont été annulés. Environ 150 millions de personnes ont été affectées par cette catastrophe naturelle. 2 tornades vraiment puissantes, classées EF4, ont frappé l'Arkansas. Les dégâts ont été incroyables. L'une de ces tornades, qui a frappé la ville de Diaz, avait des vents allant jusqu'à 305 km/h, c'est extrêmement rapide. À titre de comparaison, la vitesse moyenne d'une Formule 1 se situe entre 209 et 257 km/h. C'était la première fois en plus de 25 ans que l'Arkansas était touché par 2 EF4 le même jour. Les experts ont également enregistré des rafales dépassant les 128 km/h dans les grandes plaines du sud. Au Texas, des tempêtes de sable ont entraîné des accidents de voitures aux conséquences fatales. Des feux de forêt, causés et attisés par la violence des vents, ont ravagé des parties du Texas et de l'Oklahoma. Il y a eu plus de 130 incendies dans le seul État d'Oklahoma. Alors, que nous réserve l'avenir? Les experts pensent que les États-Unis pourraient subir entre 1300 et 1450 tornades en 2025, soit bien plus que les 1225 habituels. Et il ne s'agit pas seulement des tornades. Une atmosphère plus chaude contient généralement plus d'humidité. Cela entraîne des pluies plus abondantes, davantage de crues soudaines et même des tempêtes plus puissantes. En gros, la formule est la suivante. Océan plus chaud, plus air plus chaud, temps orageux, surtout à l'est et au sud-est. Et même si vous ne vivez pas dans l'une de ces régions, rien ne dit que vous n'aurez pas d'ennui. Les experts affirment que les tornades et autres catastrophes naturelles peuvent se produire un peu partout aux États-Unis. Le risque se déplace en fonction de la période de l'année et des conditions météorologiques. Le manteau neigeux au-dessus de vous se scinde soudainement en deux, dévalant la pente glacée jusqu'à son point de repos bien en contrebas. Sur son passage, tout est broyé sous l'énorme masse de neige et de débris. Vous assistez à une avalanche, l'une des catastrophes naturelles les plus redoutables qui soient. Et si l'on vous parlait d'un autre type d'avalanche, tout aussi terrifiant que celui des montagnes?
Ce qui la rend particulièrement étrange, c'est qu'elle se produit sous l'eau. Les avalanches sous-marines sont des phénomènes naturels d'une puissance dévastatrice, souvent bien plus redoutables que les terrestres. Elles peuvent provoquer un chaos planétaire aux conséquences dramatiques. Le plus inquiétant, elles surviennent en permanence sous la surface des océans, invisibles, imprévisibles et extrêmement difficiles à mesurer. Ces avalanches sous-marines peuvent atteindre une ampleur 100 fois supérieure à celle des avalanches terrestres et menacent gravement les communications mondiales au point de potentiellement priver la planète entière d'Internet. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, remontons 60 000 ans dans le passé. Nous voici au large de la côte nord-ouest de l'Afrique, sur le point de découvrir l'ampleur et l'impact dévastateur d'une avalanche sous-marine titanesque. Elle a débuté par un simple glissement de terrain sous-marin dans le canyon d'Agadir. À l'origine, il ne s'agissait que d'1,5 km de matériaux. Cependant, cette masse a rapidement été multipliée par plus de 100 en traversant le fond de l'océan Atlantique. Au fur et à mesure que l'avalanche gagnait en vitesse et en volume, elle emportait avec elle du gravier, du sable, des roches et de la boue. Elle a creusé un sillon dévastateur à travers l'un des plus grands canyons sous-marins du monde, éradiquant toute forme de vie sur son passage. La puissance du flot destructeur était telle qu'il a érodé un segment de 400 km du canyon, creusant des centaines de mètres dans ses parois et endommageant une zone totale de 4500 km², soit plus de 3 fois et demi la superficie de New York. Quant à sa force, elle a projeté d'énormes blocs rocheux le long des parois du canyon, atteignant des hauteurs pouvant aller jusqu'à 130 mètres. Avant que les scientifiques ne mettent en évidence cet événement dévastateur, ils avaient largement sous-estimé l'étendue de la destruction causée par les avalanches sous-marines. Par ailleurs, ces catastrophes majeures peuvent se déclencher non seulement au large, dans les profondeurs océaniques, mais également à proximité des estuaires. Revenons au 14 janvier 2020 pour examiner cela de plus près. Un courant de turbidité, un flux rapide d'eau descendant chargé de sédiments, a parcouru plus de 1100 km depuis l'estuaire du fleuve Congo jusqu'aux abysses. Ce phénomène a été provoqué par deux facteurs. Des inondations exceptionnelles le long du fleuve à la fin de décembre 2019 et des marées de printemps d'une ampleur inhabituelle. Cela a engendré une gigantesque avalanche de sable et de boue, dont le volume représentait un tiers de tous les sédiments transportés annuellement par l'ensemble des fleuves de la planète. Cette avalanche a vu sa vitesse augmenter, passant de 5 mètres par seconde dans la partie supérieure du canyon du Congo à 8 mètres par seconde à l'extrémité du canal, à près de 1200 km du littoral. Ce trajet en a fait la plus longue avalanche de sédiments jamais mesurée sur Terre. 2 jours après son déclenchement, le flux atteignait les abysses. L'avalanche a sectionné 2 câbles de télécommunications sous-marins, ralentissant drastiquement la vitesse de transfert des données Internet dans toute l'Afrique de l'Ouest, du centre et du sud. Avant cela, les scientifiques jugeaient impossible de mesurer directement les avalanches sous-marines de grande ampleur. Toutefois, le flux de sédiments observé dans le canyon du Congo a permis de surveiller le phénomène, offrant aux chercheurs une meilleure compréhension du lien entre les grandes crues fluviales et les profondeurs océaniques. Ils ont également déterminé que la fréquence des avalanches sous-marines dépendait de la localisation de l'observateur. Les canyons sous-marins situés à proximité des embouchures des fleuves peuvent connaître plusieurs petites avalanches chaque année. En revanche, des systèmes éloignés des déversements fluviaux, comme le canyon d'Agadir, ne subissent qu'une avalanche titanesque tous les 10 000 ans environ. Vous vous interrogez peut-être sur les causes possibles d'une avalanche sous-marine. Les tremblements de terre, les typhons, les marées hautes, les crues fluviales et même les éruptions volcaniques peuvent en être responsables. De plus, avec le changement climatique, ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents et violents. Toutefois, la présence de ces déclencheurs ne garantit pas qu'une avalanche se produira ni n'en détermine l'ampleur. Prenons un exemple. En 1755, un puissant tremblement de terre a frappé la côte portugaise, dévastant Lisbonne et causant des dizaines de milliers de morts. Pourtant, cet événement n'a provoqué qu'une petite avalanche sous-marine. En revanche, en 1929, un séisme majeur au large de Terre-Neuve, au Canada, a déclenché la plus grande avalanche sous-marine jamais documentée. Le flux, se déplaçant à 70 km/h, a charrié des rochers, du sable et de la boue tout en rompant 11 câbles sous-marins.
La puissance de l'avalanche a également généré un tsunami ayant entraîné la mort de 28 personnes le long des côtes. Les avalanches sous-marines sont invisibles car elles se produisent en profondeur, ce qui rend leur étude extrêmement complexe. Pourtant, leur compréhension est cruciale. Ces flux transportent des sédiments, des nutriments et même des polluants à travers les fonds marins, jouant un rôle essentiel dans les écosystèmes océaniques. Une équipe de chercheurs de Liverpool s'est alors lancée dans la résolution de ce mystère. Au cours des 4 dernières décennies, ils ont recueilli plus de 300 échantillons du fond océanique, en les associant à des données sismiques et bathymétriques. Autrement dit, à la cartographie des fonds marins. Ils ont pu reconstituer une immense avalanche sous-marine, une première à cette échelle. Ce qui rend l'événement encore plus fascinant, c'est qu'il a débuté de manière relativement modeste avant de se transformer en une avalanche gigantesque, atteignant plus de 200 mètres de hauteur. Pour imaginer l'ampleur, pensez à une avalanche de la taille d'un gratte-ciel dévalant de Liverpool à Londres, creusant une tranchée de 30 mètres de profondeur et 15 km de large. Finalement, elle s'est étendue sur une superficie supérieure à celle du Royaume-Uni, recouvrant tout d'une épaisse couche de sable et de boue. C'est comme ensevelir un pays entier. Ces découvertes sont véritablement cruciales, car elles révèlent qu'un glissement de terrain sous-marin de faible envergure peut évoluer en un phénomène gigantesque et hautement destructeur. Mais le plus inquiétant, ce sont les câbles Internet sous-marins, essentiels aux communications mondiales. On dénombre plus de 550 câbles actifs sur les fonds marins, totalisant une longueur incroyable d'1 400 000 km, soit suffisamment pour entourer la Terre 35 fois. Lorsqu'une telle avalanche endommage des câbles sous-marins, les conséquences sont souvent catastrophiques et coûteuses. En 2006, un séisme à Taïwan a provoqué des avalanches sous-marines qui ont sectionné plusieurs câbles reliant l'Asie du Sud-Est au reste du monde. Cela a entraîné une perte de 90% du trafic Internet entre la Chine et les États-Unis au pic de l'événement. Taïwan, quant à elle, a subi des interruptions de trafic allant de 74 à 100% vers les îles voisines. Vous comprenez maintenant pourquoi il est essentiel d'en savoir plus sur ce phénomène naturel. Heureusement, des chercheurs de l'université Tulane ont trouvé un moyen de l'analyser en 3 dimensions. Jusqu'à présent, les études ne considéraient les avalanches sous-marines qu'en 2 dimensions, ce qui ne permettait pas de saisir pleinement leur comportement. Les chercheurs ont concentré leurs efforts sur l'interaction des flux sous-marins avec des mini-bassins, des formations naturelles sur le fond océanique semblables à des bols peu profonds. Malgré leur nom, ces bassins peuvent être vastes, atteignant jusqu'à 10 km², soit environ 2 fois la superficie de Central Park à New York. Lorsque des courants de turbidité pénètrent dans ces mini-bassins, ils ne s'immobilisent pas simplement. Au contraire, ils frappent la paroi opposée et reviennent sous forme de tourbillons, semblables au remous dans un cours d'eau. Ces mouvements tourbillonnants redistribuent les sédiments avant qu'ils ne se déposent. La taille du bassin et la vitesse du courant influencent fortement ce processus. Si le bassin est grand et le courant lent, il se remplit progressivement de sédiments. Mais si le courant accélère ou si le bassin est réduit, le flux déborde, s'étalant au-delà de ses limites. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont créé une réplique d'un mini-bassin dans une piscine et testé diverses vitesses de flux pour simuler les courants de turbidité. Ils ont même conçu des mélanges spécifiques de sédiments pour observer le comportement de particules de tailles diverses. Finalement, ils ont réussi à reproduire les conditions océaniques, mais à une échelle contrôlable et adaptée à leurs expériences. Fascinant, n'est-ce pas ?